Avec nous, M. Abdoulaye Ly. Bonsoir. Bonsoir, Chérif. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Directeur exécutif du Club des investisseurs sénégalais, le CIS, qui partage les idéaux du nouveau régime, à savoir le patriotisme économique et la souveraineté économique. Dans l'immédiat, M. Ly, quels sont les choix opérationnels de cette convergence ? Alors, je dois d'abord rappeler, après vous avoir remercié de votre invitation, que le Club des investisseurs, c'est une association. Ce n'est pas une organisation patronale, mais c'est un réseau d'entrepreneurs sénégalais qui se sont engagés à construire une souveraineté économique à partir de la réalisation de projets structurants, alignés bien sûr sur les priorités de l'État. Et à partir de ce moment-là, nous avons dressé une feuille de route en interne qui prend en compte ces priorités stratégiques définies par l'État dans le domaine de l'alimentation, dans le domaine de l'industrie pharmaceutique, dans le domaine des infrastructures. Voilà, maintenant, les points de convergence que vous citez, ils sont entiers, disons, et ça épouse toutes les priorités de l'État. Ouais. Parce qu'encore une fois, nous avons en notre sein des hommes et des femmes éprouvés dans la réalisation de projets dans les divers secteurs qui constituent les priorités de l'État. Et de ce point de vue, le Club des investisseurs essaie d'apporter une contribution avec en toile de fond l'idée, la perspective d'une souveraineté économique, qui est inscrite d'ailleurs au cœur du projet, ce qu'on appelle projet dans la nouvelle formulation des politiques publiques. Le CIS s'évertue à s'aligner derrière le projet en étant en harmonie avec l'État dans le cadre d'un dialogue public-privé. Alors, l'interdépendance, on parle beaucoup de souveraineté économique, mais l'interdépendance des économies et des échanges gouverne les États, M. Ly. Est-ce qu'il n'est pas illusoire de parler de souveraineté économique totale? Est-ce que c'est possible? Oui, disons que la souveraineté économique doit s'entendre comme la capacité d'un État sur des produits et des services stratégiques à disposer des ressorts pour les proposer au marché, notamment au marché intérieur. C'est, chemin faisant, un mécanisme qui permet d'être moins dépendant et de subir le moins possible les avatars du commerce international, de l'économie internationale. On a à cet égard appris deux leçons dans la récente période. La première, c'est la Covid, avec les perspectives annoncées pour certains pays producteurs de qui nous dépendions d'arrêter leurs exportations vers chez nous. C'est une leçon tenue. La deuxième chose, c'est la guerre en Ukraine. Nous dépendons pour 47% de nos approvisionnements en blé, en une partie en riz, de ces pays-là qui ont détruit les champs de production, qui ont détruit la logistique, qui ont détruit les ports. Et donc, nous voilà exposés à une sorte de pénurie de produits qui a donné lieu d'ailleurs à l'augmentation des prix. L'inflation est montée, et c'est une première depuis quelques décennies, jusqu'à plus de 9%. Et donc, de ce point de vue, la leçon que le secteur privé et l'État doivent en tirer, c'est de promouvoir la production domestique, les capacités domestiques. Parce que quand on dit production domestique, il faut aussi savoir que la souveraineté doit être portée par des opérateurs économiques nationaux. Pourquoi? Parce que simplement, ces opérateurs ont des attaches culturelles, des attaches sociales, des attaches territoriales qui font que, sur le plan des attaches territoriales, ils sont plus enclins à aller dans les territoires pour valoriser ces potentialités dont on parle beaucoup. La deuxième raison, c'est que, à raison du premier facteur que je viens de décliner, les investisseurs sénégalais, ils ont tendance également à éviter vous verrez très rarement, en tout cas moi j'en ai pas vu, un investisseur sénégalais fermer boutique et aller à l'étranger. On appelle ça les délocalisations. Et ça, c'est très préjudiciable à l'emploi. Il y a des compagnies sénégalaises qui étaient installées au Sénégal, qui n'étaient pas sénégalaises du tout, et qui ont fermé boutique, qui sont allés ailleurs, au Ghana, ailleurs, même au Maghreb. Maintenant, la leçon qu'on doit attirer, c'est de fabriquer pour nous-mêmes et par nous-mêmes avec des entreprises sénégalaises. Des champions domestiques. Monsieur Diop, vous me permettez de préciser que cette option n'exclut nullement le partenariat avec des étrangers.
Avec le secteur privé étranger. Avec le secteur privé. Oui. Vous-même, le CIS, vous travaillez avec le secteur privé étranger. Nous avons un ADN de souveraineté économique, mais nous ne sommes pas moins ouverts à des partenariats internationaux. C'est dans ce cadre d'ailleurs que nous avons développé plusieurs relations, des conventions avec des institutions multinationales de financement, avec des clubs étrangers, avec des sociétés privées étrangères qui ont les mêmes orientations que le club des investisseurs. D'autant plus que nos économies manquent ce que vous, les économistes, appelez l'equity capital, c'est-à-dire les fonds propres. Est-ce que le secteur privé national a assez d'equity capital pour financer suffisamment le développement industriel? Alors, là-dessus, je vais peut-être vous surprendre, mais l'argent, ce n'est pas le facteur déterminant. Ah bon? Ah oui. Ce n'est pas le nerf de la guerre? Ce n'est pas le nerf de la guerre. Alors dites-nous. Au Sénégal. Je vais vous dire pour une raison simple. Il y a dans le monde énormément de capitaux en circulation, en quête d'investissement. Les pays qui ont réussi à créer un cadre d'investissement propice à la promotion du secteur privé ont pu capter une part de ces ressources. Qui plus est, il y a une mutation qui s'opère dans le milieu bancaire. Une mutation salutaire qui est étayée par l'africanisation des banques. Les banques africaines ont beaucoup plus d'appétence pour le risque que les banques occidentales. Ça ne se discute pas. Et d'ailleurs, ça s'est reflété sur les crédits à l'économie. Mais les banques ne financent pas le développement dans le long terme. Ils ne peuvent pas soutenir réellement une croissance. Je comprends ce que vous dites, mais là aussi, on fait un mauvais procès aux banques. C'est mon avis. Les banques prêtent un tout petit peu pour aider, mais dans le long terme, est-ce qu'elles peuvent soutenir réellement une croissance durable? Elles forte et durable. À l'état actuel, elles ne peuvent pas. Mais il y a une série de contresens, je dois l'avouer, qui ont été prises par des non-gouvernants dans un passé proche et lointain et qui n'est pas conforme aux exigences de souveraineté. Il faut savoir que, M. Diop, partout dans le monde où le secteur privé national s'est développé, c'est le résultat d'une action hardie et volontariste de l'État. C'est l'État qui construit le secteur privé. Ce n'est pas le secteur privé lui-même, du haut de sa pauvreté, du haut de ses insuffisances, on est un pays très jeune qui ne peut pas avoir de secteur privé tant que l'État n'a pas mis en œuvre par le code des marchés, par une politique de code des investissements empreinte de préférence nationale, par des systèmes de PPP, par le contenu local. Maintenant, ça commence à être fait. Ça commence, et c'est heureux qu'il en soit. On a eu une loi sur les partenariats publics-privés. Où il y a des évolutions, et ça, c'est un mérite du régime sortant. Il y a eu une amélioration, effectivement, du cadre des affaires. Par exemple, dans la loi 2021, il est explicitement dit que des investissements qui ne dépassent pas 5 milliards sont réservés aux nationaux. Et ça, c'est une évolution positive. C'est une avancée majeure. C'est une avancée majeure. On dit également... Mais pourquoi dites-vous alors, par exemple, hier, le président Atepa a dit hier que le secteur privé national était laissé pour compte? Oui, il était globalement laissé pour compte. Moi-même, je le dis. Ah bon? Oui, il était laissé pour compte, ça c'est une évidence. Maintenant, tout n'est pas mauvais dans le laisser pour compte. Il y a des choses positives qui ont été faites par le régime sortant. Mais globalement, si on fait le bilan, la balance, elle penche du côté négatif. Alors, il y a la confiance est rétablie donc entre l'État et le secteur privé national. Maintenant que les écueils sont enlevés, quel est le meilleur cadre, selon vous, pour dynamiser les investissements? Sur cette question, les réflexions convergent pour estimer qu'il faut d'abord, le cadre de travail le plus adéquat, c'est de dynamiser le dialogue public-privé. Je rappelle à cet égard que le dialogue public-privé est loin d'être dynamique. En tout cas, tendanciellement, il ne l'était pas. Pour illustrer mon propos, je donne un exemple. Le Conseil présidentiel de l'investissement, qui est le cadre privilégié du dialogue public-privé, dans lequel le secteur privé vient exposer ses contraintes, ses préoccupations, le CPI ne s'est pas réuni depuis novembre 2017. C'est préoccupant, c'est un signal de la faiblesse du dialogue public-privé. Je n'incrimine pas une partie ou une autre. Il y a certainement une raison. À qui la faute? Je ne sais pas, je ne peux pas le dire, mais toujours je constate le mal. Il y a un manque de dynamisme dans le dialogue public. Il faut remettre dans l'agenda... il faut des concertations régulières, normées,
qui engage les deux parties. Plus concrètement maintenant, au-delà du dialogue, une fois que le dialogue est rétabli, ma position personnelle qui travaille au Club des investisseurs, c'est qu'il nous faut absolument un pacte de souveraineté. J'appelle pacte de souveraineté un engagement réciproque entre l'État, le secteur privé, par lequel le secteur privé va s'engager à réaliser des investissements structurants dans l'agriculture, par exemple, avec comme condition préalable la mise en œuvre de certaines réformes sur le foncier, sur le financement. Tout n'est pas sur le secteur financier globalement, sur le foncier, sur les lenteurs administratives, sur la protection des industries naissantes. Ça, c'est un vocabulaire absent de notre économie. Mais il est crucial de protéger les petites entreprises qui décèdent pour 64% avant leur 4e année. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la direction des PME. Tout à fait. Et donc, sur cette base-là, il est utile de dresser un mécanisme. C'est comme votre enfant, M. Diop. Quand il naît, vous avez le devoir impératif de le protéger de la rue. Il ne va pas naître aujourd'hui et aller jouer avec les grands. Il risque d'être écrasé. Donc, c'est par conscience, c'est par rationalité que vous protégez cette entreprise-là jusqu'à ce qu'elle soit mature, de sorte à ce qu'elle puisse affronter les mastodontes étrangers. En tout cas, c'est le modèle coréen qui a connu un grand succès, c'est le modèle japonais, mais surtout, les précurseurs dans ce domaine, c'est les Allemands, avec l'économiste List que vous connaissez sans doute, qui a prôné la théorie de protectionnisme éducateur. Dynamiser les investissements dans le domaine de l'agriculture notamment, c'est ce qui explique peut-être le CIS Agro qui veut récupérer des zones, des terres en friche pour permettre aux jeunes de cultiver la terre. Oui. CIS Agro, disons que c'est le marqueur fondamental de l'association, du Club des investisseurs sénégalais. C'est, disons, sa contribution à l'effort de souveraineté alimentaire. C'est une structure qui canalise les efforts des membres en direction de la souveraineté alimentaire. C'est un groupement qui est créé et qui implique tous les professionnels du CIS qui exercent dans le domaine de l'agriculture. Et c'est la majorité des membres d'ailleurs. Ils ont de la terre, ils ont des locations, ils ont un savoir-faire, ils ont de la terre, ils sont éprouvés, ils connaissent les marchés, ils ont déjà l'accès au marché. Et donc l'idée, c'est de fédérer tous ces efforts-là pour créer un label CIS à l'intérieur de la maison pour aller dans le sens de l'investissement structurant dans le domaine de l'agriculture. Mais pour ce faire, si vous me permettez, il y a des entraves à lever. Il y a beaucoup d'entraves à lever. On va en parler, mais il y a un autre projet qui concerne par exemple la route de l'acier et de l'aluminium. Ça, c'est vraiment un grand projet du CIS. Oui, c'est un projet. Nous avons à l'intérieur du CIS une banque de projets. C'est-à-dire une liste de projets sélectionnés pour leur caractère structurant. C'est-à-dire qu'ils produisent beaucoup d'emplois, qui produisent des transferts de technologie, qui produisent des biens destinés à l'exportation, donc à l'équilibre de notre balance commerciale, et surtout qui contribuent également à l'aménagement du territoire. Donc qui portent ces différentes identités-là, utiles pour l'économie, utiles également pour l'investisseur en termes de profitabilité. Alors aujourd'hui, donc, il y a un New Deal, si vous me permettez l'expression, entre l'État et le secteur privé. Quelles sont tout de même les contraintes globales à l'investissement privé à éviter? Alors, quand vous prenez un pays comme le Sénégal, il a ses contraintes spécifiques qui sont différentes des contraintes de la Côte d'Ivoire ou du Vietnam. Mais au Sénégal, dans la cartographie des contraintes, on a vu que le foncier occupait la première place. L'accès au foncier. La terre. La terre. Pourquoi? Parce que simplement, on n'a pas fait ce qu'il faut. Depuis 1963, on n'a pas fait ce qu'il fallait faire pour permettre aux investisseurs de disposer de la terre, sous quelque forme que ce soit. Il y a beaucoup de litiges aussi. Il y a beaucoup de conflits, il y a même des morts. Absolument. Et ça, ce signal que renvoie le Sénégal à l'étranger n'est pas propice pour le déploiement des investissements. D'autant plus que le régime sortant a fort opportunément mis en place une commission de réforme foncière qui a été dissoute, qui a produit un rapport que le gouvernement a rejeté.
Il a ses raisons, c'est lui qui décide. Oui. Il a rejeté le rapport, mais le problème du foncier reste entier. Absolument. C'est la première contrainte. Oui. La deuxième, si vous le permettez... Oui. Vous l'avez connu, vous, hein, ce problème au CIS avec M. Babacar Ngom de Sedima et l'affaire Nengler, qui a longtemps occupé les gros titres. Hein. Mais tout cela reflète un problème de gouvernance. Il faut que nos dirigeants, nos élites que nous avons élues, et le courage de s'attaquer à cette douloureuse problématique. Absolument. Parce que c'est un problème très complexe. Douloureuse et sensible. La sociologie, d'autres personnes me disent que ça appelle l'économie, l'anthropologie. Il faut voir dans quelle mesure l'investisseur pourrait accéder à la terre pour le bien commun, tout en préservant l'intérêt des communautés. Alors, Abdoulaye, le projet de gouvernance du nouveau régime s'est substitué au plan Sénégal émergent que vous avez vendu et défendu dans les forums en tant que directeur de la promotion de l'investissement du Sénégal, puis conseiller technique du ministre de l'Industriel. Quelle est, selon vous, la différence entre ces deux référentiels? Alors, je peux considérer que ces deux référentiels ont un caractère complémentaire. D'accord. Quand vous lisez les deux documents... Donc c'est une erreur d'avoir enlevé tout de suite et maintenant le PSE alors? Ah non, c'est pas une erreur. Chaque personne, on ne peut pas faire ce procès-là au nouveau dirigeant de vouloir quelque chose de meilleur que le PSE. Mais cela dit, moi je fais partie de ceux qui croient que le PSE avait d'excellentes initiatives, aussi bien en termes de projets qu'en termes de réformes. Pour les projets, pour les réformes, commençons par là. Il y en avait 17. Oui, il y en avait 17. Oui. On en a fait 12. Sur les PPP, sur le contenu local, sur les hydrocarbures, sur l'électricité. Cela a permis d'alléger le parcours de l'investisseur. Cela a permis aussi de donner beaucoup plus de cohérence au texte par rapport aux exigences de l'investissement. Sur le plan des projets, nous avons des parcs industriels. Absolument. Nous avons une extension de nos routes et de nos autoroutes. Nous avons une augmentation significative de l'offre énergétique. N'oubliez pas, même si des problèmes subsistent dans la distribution de l'énergie. Ça, c'est des acquis fondamentaux du PSE, je dois le dire. Maintenant, tout n'était pas bon aussi dans le PSE, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre. Les mesures de mise en œuvre me paraissaient assez discutables, à cause principalement, et ça peut-être c'est un clin d'œil à nos nouveaux dirigeants, l'infiltration politique, quelquefois. Il y a l'infiltration politique. Il faut donner, peut-être que nous, au Sénégal, il y a beaucoup d'experts, de spécialistes qui sont capables de gérer des projets très complexes. Il y en a même au niveau du régime sortant. Dans les choix opérationnels, il y a eu des erreurs. Il y a eu des erreurs qu'il faut peut-être corriger maintenant. Hein, il faut tirer là. De toute façon, le régime actuel a l'avantage du vécu du PSE. Il ne doit pas faire table rase, de mon point de vue. Moi, je ne suis pas décideur, mais de mon point de vue, le régime actuel doit faire une évaluation exhaustive du plan Sénégal émergent afin d'en tirer le meilleur. S'il veut, il peut maintenant ne pas prendre ce qu'il y a de moins bon. Mais il y a déjà du bon dans le PSE, ça je continuerai à le défendre. Oui, mais vous l'avez vu, hein, le projet s'est substitué. Le nouveau régime vient d'arriver à table, la table manifestement serait mal dressée, on change les positionnements, on enlève tout et on repart avec le projet. Est-ce que ça va dans le bon sens selon vous? Et qu'en pensez-vous d'ailleurs de ce projet? Oui, mais moi je reste convaincu encore une fois qu'entre le PSE et le projet, il y a plus de ressemblance que de dissemblance. C'est vrai? Oui. Au niveau de la souveraineté, c'est prôné par le PSE, par les deux partis. Au niveau du choix, des choix prioritaires d'investissement, l'alimentation, la pharmacie, la construction comme élément de rempart contre les chocs exogènes, parce que quand la construction est dynamique, ça se ressent tout de suite sur notre capacité à résister aux chocs. Ça, c'est des études de la DPE qui l'ont dit. Maintenant, au niveau du projet, on a fait à peu près le même dessin, mais en mettant en avant le facteur de souveraineté. C'est peut-être c'est beaucoup plus mis en relief. Voilà, la dimension souveraineté est beaucoup mise en relief dans le projet que dans le PSE. Et la mise en avant du secteur privé aussi. La mise en avant du secteur privé national. Alors, secteur privé national, vous insistez. On ne peut pas, Abdoulaye, on ne peut pas avoir de vrai développement sans des investisseurs en monnaie locale. Et là, j'interroge l'économètre, le macroéconomiste qui a passé 23 ans à la BCEAO. La monnaie nationale, êtes-vous pour ou contre?
Alors, je vais peut-être vous décevoir, je n'ai pas d'avis sur la question. Oui. Mais j'ai un avis, par contre, sur un point périphérique de la monnaie. À mon avis, on devrait aborder cette question de la monnaie avec beaucoup de responsabilité. C'est-à-dire éviter ce que les économistes appellent des phénomènes autoréalisateurs. Vous évoquez un problème, vous évoquez la perspective de changer de monnaie, les conséquences apparaissent immédiatement. Parce que les agents économiques, ils sont rationnels, ils prennent des anticipations. Je suis sûr que, M. Diop, si vous avez de l'épargne vous-même, aujourd'hui dans une banque, demain on sort sur la rue, dans les tribunes, pour dire on va changer de monnaie, votre premier réflexe serait de transférer votre argent à l'étranger. Voilà. Et donc, chemin faisant, vous fragilisez la position extérieure du Sénégal. Vous rarifiez les devises, vous créez de l'incertitude sur l'investissement. Et au bout du compte, on a ce qu'on appelle une déflation. C'est-à-dire une baisse de tous les indicateurs économiques. Et donc ça, c'est dangereux. C'est pour ça que moi, j'évite d'en parler beaucoup. Je ne parle pas sur le fond. Je ne sais pas ce que vont faire les autorités. Parce que sur ce plan-là, il y a encore... Je vous pose la question parce que c'est bien mentionné dans le programme. Oui, c'est bien mentionné. Mais ils ont eu le mérite quand même d'avoir précisé que la première étape va porter sur de nouvelles propositions au niveau communautaire. Il y a une ribambelle de réformes avant d'en arriver. Donc, une proposition communautaire de réforme de la monnaie. Absolument. Après, s'il advenait que ça ne marche pas, on va envisager... vers une monnaie nationale. En tout état de cause, quelle que soit l'option choisie, même si on doit rester dans le statu quo, il faut en parler moins et décider entre techniciens. Il y a des Sénégalais qui connaissent ça très bien, mieux que moi d'ailleurs. Comme vous. Non, vous avez passé 23 ans à la BCEAO. J'ai des maîtres ici qui m'ont formé, qui sont beaucoup plus habilités que moi à décider des stratégies monétaires. Moi, je parlerai peut-être sous le prisme de l'investissement simplement. Oui, alors l'autre défi de la nouvelle équipe gouvernementale, M. Abdoulaye, c'est de concilier forte rentabilité pour l'investisseur et une forte rentabilité sociale pour le Sénégal. Comment y parvenir selon vous ? Alors, les deux sont plutôt compatibles. La rentabilité de l'investissement pour l'investisseur est très rarement antinomique avec la rentabilité globale. Tout à fait. Si vous choisissez vos projets à partir d'une identité structurante, c'est-à-dire vous dites que je veux des projets qui rapportent de l'argent à l'investisseur, qui favorisent les exportations, qui créent beaucoup d'emplois, qui participent à l'aménagement du territoire, vous avez les identités qu'il faut pour avoir un impact à tous les niveaux de l'économie. C'est du reste une des caractéristiques de l'agriculture. Vous savez, à l'Organisation mondiale du commerce, j'ai entendu une expression qui m'a beaucoup amusé, c'est la multifonctionnalité de l'agriculture. C'est le seul secteur, de leur point de vue, et c'est vrai, qui participe à la fois à l'autosuffisance alimentaire, ça nourrit les hommes, qui participe aux exportations, qui participe au reverdissement des sols, ça intéresse beaucoup nos environnementalistes, qui participe également à l'aménagement du territoire. Vous avez tout cela qui participe aussi à la sécurité alimentaire. Donc cette multifonctionnalité de l'agriculture mérite qu'on s'y attarde un peu. En particulier en ce qui concerne l'emploi. Dès lors que l'État prend la décision de favoriser ce pacte dont je parlais tout à l'heure et qui fait l'objet d'une discussion au niveau du CIS, le pacte, encore une fois, l'objectif, c'est de créer des emplois pour les jeunes. L'objectif du pacte, c'est de nourrir les Sénégalais en créant des emplois pour les jeunes. Il y a beaucoup d'emplois à donner dans le secteur agricole, tout en participant à rendre notre économie beaucoup plus robuste. Oui, et l'objectif aussi pour le nouveau régime, c'est aussi de faire un geste sur le plan social, de baisser les prix par exemple, en tout cas le prix du panier de la ménagère, les fameuses denrées de première nécessité. Aujourd'hui, en termes d'inflation, on est à un peu plus de 6% après un pic inflationniste en 2022. L'objectif, je le disais, est de rentrer dans un cercle vertueux avec des entreprises domestiques prospères pour porter la croissance et ce que vous appelez de vos voeux. Les perspectives macroéconomiques sont favorables avec le gaz et le pétrole. Quelles sont les erreurs à éviter, mais vraiment à tout prix, pour qu'il n'y ait plus ces débats? Souvenez-vous, on a parlé de tout ça ces dernières années. Oui, sur les prix, c'était un oubli de ma part tout à l'heure quand je parlais de multifonctionnalité de l'agriculture. Il y a aussi la maîtrise des prix. Puisque vous savez, quand on calcule la hausse des prix, on se base sur l'indice des prix à la consommation qui a une forte composante alimentaire. Quand vous avez une rareté des produits,
l'indice a tendance à augmenter. Oui. Donc les prix ont tendance à augmenter. Oui. Mais la hausse des prix n'est rien d'autre qu'un reflet de l'insuffisance de l'offre domestique. Si vous importez des céréales qui viennent d'Ukraine, oui, avec une chaîne logistique beaucoup plus chère, parce que c'est rare aussi, avec un parcours logistique beaucoup plus long, on évite certains canaux, on évite certains océans. Oui. Pour faire le contour, ça coûte beaucoup aux logisticiens. Avec les soubresauts géopolitiques actuellement. Et cela, M. Diop, c'est le consommateur qui va le payer. A contrario, quand vous produisez à l'échelle domestique, vous supprimez la charge logistique. C'est vrai. C'est ça. Vous produisez à Niaga, ou à Saldé ou à Ziguinchor, vous avez des produits internes qui demandent très peu de charge logistique. Et donc, vous effacez quasiment la charge logistique de la structure des prix. L'autre chose, c'est que aussi, il faut peut-être en parler, la gouvernance. La gouvernance, c'est important parce que ça coûte cher également. Vous savez, quand il y a beaucoup de corruption, quand il y a beaucoup de malfaisance dans la chaîne économique, c'est aussi le consommateur qui le paye, en fin de compte. De toute façon, le producteur, il est prêt à payer toutes les charges, mais il va les répercuter sur le consommateur. Donc, il y a un effort à faire sur la chaîne réelle, c'est-à-dire l'investissement, la logistique. Il y a un effort à faire sur les aménagements, sur les réformes, mais surtout, il y a un effort à faire sur le plan de la gouvernance. Absolument. Éviter la corruption, éviter des détournements. On a connu beaucoup de débats, je ne connais pas la véracité de ces débats-là. On a entendu le PRODAC, on a entendu autre chose. Vous voyez, et ça, c'est préjudiciable à la consommation. Ce qui explique la lettre du président Faye adressée à l'administration et qui appelle au Djubel et Djubanti. Merci beaucoup. Merci à vous Monsieur pour votre invitation. Abdoulaye Ly, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit sur TFM. Bonne soirée.